Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. C'est Late et Smart, comme chaque soir sur Bismart, du lundi au vendredi à 23h, 1h, avec mes deux invités pour tenter de mieux comprendre l'actualité environnante, l'actualité du moment, notamment économique. De quoi va-t-on parler ce soir dans l'émission? On va parler du secteur de la techno, la tech, comme on dit familièrement, à l'occasion notamment de l'ouverture en virtuel du grand salon annuel CES. D'habitude, c'est physiquement à Las Vegas. Cette année, c'est en virtuel. C'est l'occasion d'études, de sondages, de baromètres divers, notamment baromètres des investissements en capitalisme sur le secteur de la tech, notamment, avec des chiffres pour 2020 dans le baromètre EY en progression. Alors, est-ce que cette espèce d'écart entre le secteur de la technologie et tout le reste, cet écart grandissant est bon ou mauvais pour l'économie? Qu'est-ce qu'il raconte? Hier, souvenez-vous, dans l'émission, on parlait des PME en général, dont on dit qu'elles sont trop endettées. On regrettait le manque de fonds propres dans les PME, manifestement dans le secteur de la tech, avec les levées de fonds. C'est pas un problème, on verra pourquoi toutes les questions que ça pose dans un instant. Et puis dans une deuxième partie de l'émission, seconde partie de l'émission, on reviendra, comme hier, et probablement on en parlera un petit peu toute la semaine, sur les polémiques, les réflexions, les analyses autour de la décision de Twitter, de Facebook, de censurer Donald Trump. Vous le savez, toutes les questions que ça pose. Alors, s'agit-il de censure ou s'agit-il de saine régulation? On verra là aussi ce qu'en pensent mes deux invités. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Iman Banaoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeante d'entreprise, vous êtes présidente d'une entreprise qui s'appelle Aravati, qui est dans le recrutement spécialisé dans les métiers du numérique, également directrice générale du groupe Team Inside, même univers, un peu l'étape au-dessus, au niveau du conseil en général. Christian Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Économiste, chef économiste chez Aurel BGC. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Petite question apéritif avant d'aborder le premier sujet du jour évoqué à l'instant dans le sommaire. Regardez cette étude du groupe Eurogroup, interrogé pour la première fois depuis un an, donc depuis cette crise sanitaire, cette épidémie Covid-19. Les dirigeants des grandes entreprises françaises, c'est la particularité de ce baromètre, sont, regardez, 68% à se déclarer optimiste, comme ça, globalement. Et particularité, c'est que c'est un niveau qui est très proche d'il y a un an, il y a un an avant, donc cette crise qui nous a mobilisés pour le meilleur et pour le pire durant toute cette année 2020. À la même question, ces mêmes dirigeants de grandes entreprises françaises, ils étaient 70% à se déclarer optimistes, donc on est quasiment au même niveau. Alors après, si on rentre dans le détail, il y a des petites sources d'inquiétude. On voit que les grandes entreprises, elles anticipent globalement une sortie de crise assez rapide pour elles, un peu moins pour les petites boîtes. Donc, mais ce baromètre, elle parle d'elle-même. Et puis, ce qui est intéressant, pas forcément très positif, c'est qu'environ un quart d'entre elles, ces grandes entreprises, ont l'intention de supprimer des emplois en France, alors qu'elles ne sont que 15% à l'envisager à l'étranger, comme c'est les grandes entreprises, elles sont quasiment toutes multinationales, donc avec des effectifs en dehors de la France. Ça vous surprend? C'est normal? C'est cohérent avec d'autres études? Christian, globalement, cet optimisme des gros patrons de boîtes en France? Oui, c'est assez optimiste. Dans beaucoup de pays du monde, les perspectives, on parle bien des perspectives à un an, quand on les interroge à un an, comment vous voyez il y a un an, et la majorité dans beaucoup de pays, ils sont optimistes. Donc c'est quelque chose. C'est vraiment l'idée que ce choc Covid, c'est un choc ponctuel, externe à l'économie. Ça n'a pas remis en cause complètement le dynamique de l'économie, la demande, les clients, etc. Et c'est vrai que objectivement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore vu les conséquences de cette crise. Ça veut dire que ça relève de la méthode Coué? Alors, non, c'est pas ça, mais je pense qu'objectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas vu votre principal client faire faillite encore. Ouais. Peut-être ça va arriver, ou peut-être pas. Vous dites. Oui. C'est toute la question qu'on a, parce qu'on sait qu'il y a eu des aides massives des États, alors sous différentes formes, mais globalement, on a bien amorti ce choc externe à l'économie. S'il n'y a pas de faillite derrière, finalement, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Je dis pas, il y a eu des conséquences, mais pour l'entreprise, elle va dire, mon client a survécu, tout va bien, on va reprendre le business. On repart peut-être avec un sac à dos un peu plus chargé parce qu'on a un peu plus de dettes, mais derrière, on n'a pas revu de fond en comble tout le processus de production, toute la façon, finalement. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison de ne pas être optimiste. Voilà. Ça, c'est le bon scénario. Bon, moi, maintenant, ce que je suis un peu plus méfiant, parce que je pense qu'il y aura des conséquences et que les conséquences, on ne les voit pas encore, elles arriveront. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'objectivement, les grandes entreprises, elles s'en sortent plutôt bien. Elles ont eu de l'argent, elles ont largement des liquidités, elles les ont eu pas cher. Et derrière, elles n'ont pas vu leur marché s'effondrer. Alors,
seul bémol, et ce que dit pas le 68, ce que cache le 68, c'est que vous avez sûrement des gens qui sont très optimistes. Alors, on va aller de la tech, où ils sont euphoriques, à peut-être des secteurs comme la construction, qui sont eux-mêmes étonnés de la résilience de l'activité, avec des secteurs, si vous interrogez les loisirs, la restauration. C'est sûr que je pense que là, pas dû être beaucoup dans l'échantillon. Mais c'est pas un poids important. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez... Alors, on a pour le cas de la France, on a l'INSEE qui nous a sorti quelques données chiffrées, on commence à avoir un petit peu une image. Vous avez grosso modo 30% de l'économie, ce qui est plus que je pensais, 30% de l'économie qui est même en croissance sur un an, qui a plutôt bien résisté et qui a même vu une progression de son chiffre d'affaires. Vous avez par contre à peu près 30% de l'économie qui souffre de ce qui s'est passé, et vous avez, comme toujours, les 10% où là, c'est la catastrophe. Là où vous êtes sur des baisses de chiffre d'affaires de 90%, voire plus, d'activité. Donc, vous voyez, le panel est très large, mais c'est ce qu'on appelle vraiment cette reprise en cas. C'est-à-dire qu'on voit vraiment se dessiner les perdants, les gagnants. Voilà. Et c'est vrai que l'avantage, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets dans tout ça, c'est qu'il n'y a que 10% qui vont très très mal. Donc forcément, quand vous faites un tableau d'ensemble, la situation n'est pas dramatique. Il ne se voit pas tellement. Il ne se voit pas tellement. Mais attention, il y a quand même ces 10%, et il faut faire attention, parce que ces 10%, ils peuvent avoir des effets un peu d'entraînement. Je vous prends un exemple. C'est votre boucher, votre restaurateur qui ne se relève pas. Ce restaurateur, pas tout le temps, mais il rénovait son commerce, il consommait de la publicité, il faisait des publicités dans certains magazines, tout ça. Donc tout ça, ça va avoir des effets boule de neige ensuite. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas encore, parce que pour l'instant, on n'a pas vu ces entreprises disparaître, on n'a pas vu encore ces emplois disparaître, parce que les gens sont au chômage, mais ils sont indemnisés et tout ça. Mais quand on va avoir les répercussions, peut-être que ça sera beaucoup plus violent. Donc je mets beaucoup d'interrogations, parce qu'on a du mal encore à évaluer tout ça. Iman Benaoud, votre regard sur ce type de chiffre, sur cet optimisme, encore une fois des très grosses boîtes manifestement, c'est ça qui est considéré par cette étude. C'est rassurant. Ouais. Pour moi, chef d'entreprise, c'est plutôt rassurant de voir que les grands patrons français pensent que on s'en sortira, et ils sont optimistes sur l'avenir et pensent qu'on fera une année 2021 qui sera correcte. Je partage vraiment votre vision sur on ne sait pas encore mesurer l'impact réel de cette crise sur l'économie. Ça peut repartir en douceur. Enfin, on a vu, après le confinement, un rattrapage colossal en termes de chiffre d'affaires pour un certain nombre de secteurs. Nous, chez nos clients, on a quelques grandes entreprises qui nous ont dit que globalement, l'année 2020 était correcte, et pourtant, c'est du parfum, c'est de la mode, etc. Donc, ça peut... les quelques mois où le commerce est possible, où la consommation est possible, il y a un effet de rattrapage qui est impressionnant. Ce qui me gêne le plus, c'est les réductions. On est optimiste, mais on va quand même réduire les effectifs. Voilà, 25% d'entreprises qui vont réduire les emplois en France. Oui. Ouais. Ça a déjà commencé. On a vu pas mal de... On voit un peu de dégraissage. On voit un peu de... on se rend compte que les fonctions sièges, les fonctions centrales, les fonctions globales, avec le changement de mode de collaboration, il y a plein de choses qui... On a un peu moins besoin, malheureusement. Etc. Ouais. Et ça j'ai un peu peur de cette violence-là. Avec aussi probablement dans cet optimisme une dimension sur le bout du nez en matière sanitaire, avec le vaccin, etc. Je pense que c'est une étude qui a quelques semaines quand même de fabrication, et donc effectivement j'imagine qu'on était en fin d'année 2020 en pleine période optimiste avant qu'on s'interroge sur la vitesse de la stratégie vaccinale. On est en train de rattraper le coup effectivement en France. Vous évoquez cette reprise en cas qui favorise notamment le secteur de la technologie. On va tout de suite en parler avec ce premier débat dans l'émission ce soir. Hier, dans cette émission, autour de cette même table, on parlait notamment des fonds propres. On constatait avec un petit peu d'inquiétude, pas trop quand même, par mes invités, l'accroissement significatif de la dette privée en France, notamment des PME. Et à l'inverse, effectivement, on évoquait traditionnel manque de fonds propres évoqué. On commentait notamment l'extension des PGE. C'était l'article des Échos qu'on montrait hier, avec cette courbe au milieu du papier, là, les PGE, les prêts garantis par l'État qui atteignent 130 milliards. Et manifestement, c'est reparti avec de nouvelles demandes de la part des entreprises. Aujourd'hui, on va zoomer sur le secteur de la technologie, notamment des startups au travers, puisqu'on parlait des fonds propres hier. La question des levées de fonds. On a eu hier un chiffre, un baromètre
de EY traditionnel à l'occasion du CES de Las Vegas, virtuel cette année. On a, regardez ce papier du Figaro aujourd'hui, malgré la crise, les startups françaises ont battu le record de levée de fonds en 2020 avec des investissements dans la French Tech, donc qui progressent de 7% par rapport à 2019 à 5,4 milliards d'euros. Ce commentaire sur Twitter, 620 opérations pour un montant donc de 5,4, des très bons résultats qui s'expliquent principalement par une explosion des levées de fonds importantes, c'est-à-dire supérieures à 50 millions d'euros, qui progressent de 90%. Pour la première fois, la France, sur ce critère des levées de fonds capitalistes, passe devant l'Allemagne avec ce 5,4 milliards d'euros. On est quand même encore sous les Anglais qui sont nettement au-dessus avec 12,7 milliards d'euros. En tout cas, le ministre Cédrico, notre ministre du numérique, il se félicite, c'est historique, dit-il. La French Tech est devenue le premier écosystème en 2020, le premier écosystème tech en Europe, il peut dire ça, puisque les Anglais ne sont plus en Europe. Donc effectivement, on a pris la première place. 2020, dit-il, aura prouvé la résilience, la maturité et l'attractivité des startups. Voilà, regardez globalement la courbe depuis 2015 de ce baromètre du capital risque en France. C'est 2015, 1,8 milliard, 2,2 milliards en 2016, 2,6 milliards en 2017, 3,6 milliards. On va voir la courbe qui va s'afficher en 2018, 5 milliards en 2019 et donc 5,4 milliards. Alors, les deux couleurs de bleu, c'est premier semestre, deuxième semestre, c'est pas le plus important, mais vous voyez bien qu'il y a une tendance très forte. Il faut s'en féliciter, Iman Benaoun. Ça prouve que on a comme on dit, un écosystème French Tech qui fonctionne, qui est attractif. On évoquait tout à l'heure la courbe en K. J'ai intitulé ce débat, est-ce que la tech n'est peut-être pas en train de trop creuser l'écart avec les autres secteurs? C'est-à-dire que ça va tellement bien que ça déséquilibre un petit peu les choses. Alors avant de regarder les mauvaises nouvelles, quand même se féliciter, j'imagine, c'est quand même votre premier réflexe de commentaire par rapport à ces chiffres. Oui, c'est très positif. Moi, je trouve que la French Tech bénéficie aujourd'hui d'une forme de reconnaissance et on a un écosystème français qui a été bien soutenu, je trouve bien mis en avant, bien médiatisé. Historiquement, au CES, il y a toujours eu de très très belles sociétés, start-up françaises qui ont été reconnues, mises en avant. Donc, je trouve que c'est une reconnaissance légitime. Ça arrive aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que 2020, où la pandémie n'ait pas été un accélérateur. Bien sûr, oui. On a quand même vu... c'est un accélérateur pour beaucoup de business. Là, on parle de levée de fonds, donc d'augmentation de capital, effectivement. Oui. Alors, moins de croissance qu'en 2019 par rapport à 2018, mais quand même une année en croissance avec un nouveau record. Alors, il y a un peu je pense que dans les levées de fonds, c'est assez long, ça prend du temps. Oui, donc, les décisions qui sont faites, qui ont été prises en 2020 étaient initiées sûrement avant, etc. Néanmoins, je trouve que on s'est beaucoup posé de questions sur l'importance de la tech. On l'a constaté, les entreprises l'ont constaté, l'ont vécu, les dirigeants, nos politiques, qui étaient déjà un peu à l'initiative de French Tech, ont réagi, je trouve, fort. Et là, on voit que oui, il faut continuer à investir. On a raté un certain nombre de révolutions industrielles. On a le sentiment de prendre correctement le virage de la tech, de la French Tech, et qu'on s'y intéresse. Les fonds d'investissement, les banques d'affaires ont joué le jeu. Je trouve que la limite, c'est si on a un projet qui n'est pas tech, est-ce qu'on s'en sort? Moi, je vois beaucoup de start-up ou de boîtes qui se montent avec des projets plus traditionnels et qui, elles, ont plus de mal à aller lever de l'argent parce qu'elles n'ont pas un logo tech, elles n'ont pas un logo elles sont dans l'ombre, quoi. Et puis elles font moins rêver, ou en tout cas, il y a moins d'engouement par rapport à ça. Alors, c'est bien de valoriser la techno, c'est bien de valoriser l'agilité, c'est bien de valoriser le côté pure play, enfin vraiment start-up, agile, mais il n'y a pas que la tech. Et il y a des initiatives qui sont extrêmement intéressantes sous forme de start-up, mais qui ne sont pas sur une base de technologie. Et là, elles ont plus de mal à lever. Alors, si on regarde les secteurs, là, dans le papier du Figaro, là, sur effectivement les top 5 des investissements 2020 par secteur, 1,4 milliard logiciels et services informatiques, 1,4 milliard également services Internet, bon, donc c'est complémentaire, 850 millions life science, donc là on est dans les biotech, l'essence de la vie, mais voilà, c'est un peu de la tech quand même, fintech,
600 millions. 600 millions également pour dans l'environnement, ce qui s'appelle le clean tech. Donc il y a quand même beaucoup de tech là-dedans, c'est essentiellement de la tech. Alors maintenant, je vais faire mon poil à gratter. Est-ce que, je parlais hier donc, dans l'émission, des manques de fonds propres, des PME en général en France, etc. Est-ce que cet univers de la tech, des startups qui ont quelques années, on parle, mais qui sont parfois devenues très grosses en termes d'effectifs, voire de chiffre d'affaires, ne capte pas un petit peu trop le peu d'argent qui est disponible, pour être un petit peu provocateur selon vous, avec une vision macro, là, comme ça, Christian? Alors, non, parce qu'on a un excès d'épargne aujourd'hui. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'épargne dans le monde. Alors, pour moi, non, c'est pas forcément un mauvais signe, parce que, alors après, il y a peut-être un effet moutonnier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez épargné, vous avez même eu de l'épargne forcée durant le moment du confinement. Ouais. Votre argent, vous le mettez. Alors, soit vous le mettez dans la dette allemande avec un taux négatif, donc ça fait pas rêver quand même. La dette française aussi, un taux négatif. Voilà. Ouais. Soit vous le mettez finalement dans des valeurs qui ont bien performé l'année dernière, parce que ce sont des valeurs qui ont, entre guillemets, profité de la crise. Ça a été un accélérateur. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le Covid, ça a été quelque chose qui a fait gagner du temps à la numérisation de l'économie, au développement de beaucoup de valeurs technologiques. Donc vous avez une épargne aujourd'hui, soit je prends pas de risque, ça me coûte de l'argent, soit je vais financer finalement des valeurs qui résistent bien. Donc ce qui explique que le Nasdaq ait autant progressé aux États-Unis finalement, puisqu'on a joué ces valeurs et on a délaissé les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes une start-up dans l'hôtellerie, vous allez avoir du mal à lever de l'argent. Donc sauf Airbnb. Voilà, on va dire. Sauf l'introduction en bourse d'Airbnb. Je pense que ce serait considéré comme la tech quand même. Ça serait, voilà, c'est de la tech. C'est de la plateforme. Voilà, c'est... donc je pense que alors bien sûr, ça réoriente les flux de capitaux vers un seul secteur. Ça peut entraîner des survalorisations, ça peut entraîner des excès. On l'avait vu avec la bulle Internet à la fin des années 90. Donc ça peut créer des excès, ça c'est évident. Mais d'un autre côté, ça finance quand même une vraie croissance qui est là, une croissance rentable pour beaucoup de groupes, il faut quand même le reconnaître. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est complètement déconnecté de l'économie. Après, faut faire attention, parce que dans beaucoup de groupes, ce sont des groupes qui profitent d'une accélération à court terme. Je vous prends un exemple, on n'aurait jamais été aussi vite dans la digitalisation des process, dans certains investissements de sites de e-commerce, s'il n'y avait pas eu ce Covid. Donc c'est un accélérateur, ça peut ralentir derrière, il ne faut pas s'attendre quand même à ce mouvement-là. Mais aujourd'hui, ça me paraît totalement rationnel que face à une épargne énorme, on a cette épargne qui s'investisse. Alors, entre l'épargne énorme que vous évoquez et ces investissements, il y a les investisseurs, dont c'est le métier, c'est-à-dire les investisseurs en capital risque, en l'occurrence ce dont on parle ici. L'enjeu de la surépargne qu'on évoque, là, une centaine de milliards, probablement plus, il est de diriger cet argent, de flécher cet argent vers des fonds d'investissement. Ce n'est pas vous et moi directement, contrairement à la bourse, qui allons investir effectivement dans ces levées de fonds de start-up. Donc il y a une étape intermédiaire. Oui, il y a une étape intermédiaire, mais attention, parce que comme toujours, vous avez une énorme épargne qui peut, effet de mode, effet annonce, etc., qui peut aller sur des supports d'investissement qui sont relativement limités, même si c'est large, quand on dit le mot tech, on peut avoir des flux qui vont très très vite. Donc attention à ça, c'est que ça peut créer des survalorisations. Donc forcément, on le voit bien dans les excès de la bourse américaine sur certains titres. C'est parce que aussi, ce sont des titres qui sont très rares, très difficiles. On a acheté Zoom à un moment donné sur le Nasdaq, mais c'était pas parce que on achetait la société en elle-même. On achetait l'une des seules sociétés qu'on pensait qui allait être complètement immunisée face au Covid. Donc c'était un choix un peu par défaut. Du coup, ça. Et en même temps, ils ont eu un chiffre d'affaires, un nombre d'utilisateurs en tout cas qui a quasiment autant augmenté que son cours de bourse, ce qui n'est pas le cas de voilà, beaucoup. On va dire que c'était pas une erreur d'appréciation. Voilà. Mais le problème, c'est que des fois, souvent, on a des investisseurs, ils veulent jouer une thématique qui est réelle, qui existe, mais où on a un support d'investissement qui est très limité. Donc, ça crée des excès forcément. Bon, là, c'est pas forcément le cas de tous les investissements, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui rentrent, qui font des levées de fonds. Pour faire simple, le capital n'est pas cher pour les entreprises. C'est très facile de lever des fonds. Derrière, faut pas oublier qu'il y a quand même un risque économique et que derrière, il y aura peut-être une rentabilité du capital qui sera faible. Je vous prends un exemple qui va vous parler. Amazon, grâce à la bourse,
a pu lever des capitaux, des montants de capitaux énormes qui lui ont permis d'acquérir des entrepôts qu'aurait jamais pu faire un autre distributeur comme Carrefour et tout ça, parce que Carrefour, le coût du capital est beaucoup plus cher. Il y a un Donc vrai ça a un impact vrai autour de bourse, ça crée une vraie distorsion. Dans la réussite d'Amazon, on peut dire, bon, c'est un super manager, ils ont compris, ils ont utilisé des technologies, mais il y a aussi le fait qu'ils avaient accès à du capital qui était beaucoup moins cher que les autres distributeurs, et donc ça leur permet d'avoir un avantage concurrentiel énorme. Donc c'est aussi des éléments qui jouent sur l'économie. Donc je vous dis pas que c'est totalement neutre, mais il faut faire attention naturellement parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de liquidités et peu d'investissements qui paraissent rentables aujourd'hui. Alors, les 3 plus grosses levées de fonds de 2020, la plus grosse c'est Voodoo, 400 millions. Voodoo, c'est dans les jeux vidéo, je crois que notamment sur le téléphone. Miracle, 256 millions. Miracle, c'est le logiciel de marketplace, hein, e-commerce. E-commerce, voilà, mais au sens prestataire du terme. Hein. Et Insect, 190 millions. Alors là, pour le coup, on est un petit peu à la marge de la tech, ce qui est assez encourageant, parce que c'est les gens qui valent la culture d'insectes pour notamment la nourriture animale. Donc on est plutôt dans un domaine, pour une fois, on n'est pas autour d'Internet, ce qui montre qu'on peut y arriver, même si c'est probablement moins facile, parce que c'est une boîte qui a un historique un petit peu plus ancien. Précisément, si demain on arrive à flécher l'épargne, la surépargne, l'épargne des Français, enfin en tout cas de ceux qui ont de l'épargne, vers l'investissement dans les entreprises. On sait que les PME ont besoin de fonds propres. Comment faire pour éviter que justement ça ne brille pas tellement du côté de faire briller un petit peu et faire que les secteurs qui ne sont pas directement dans l'univers Internet ou de la tech arrivent quand même eux aussi à lever des fonds propres demain? Il y a tout un écosystème autour des startups de la tech, avec du mentoring, de l'accompagnement, on les prépare au roadshow. Il y a vraiment tout un écosystème autour de ces acteurs qui les aident à être très efficaces dans la levée de fonds. Donc il faudrait répliquer ça pour les entreprises moins technologiques, qui sont un peu plus livrées à elles-mêmes et qui sont moins accompagnées parce qu'elles font moins rêver. Les aider à trouver des arguments. Les fondateurs ne sont pas aussi jeunes, etc. Donc il y a plein de sujets sur lesquels je pense que vraiment on peut se servir de cette expertise et tout ce qui a été développé, de cette réussite, pour aller voir comment accompagner des entreprises moins brillantes sur le papier, mais qui ont très très fort potentiel, qui ne savent pas encore assez bien l'exprimer. Moi, je me réjouis qu'on ait levé autant pour la tech, et puis c'est un environnement qui est le mien, dans lequel Bien sûr, mais encore une fois... Après, je trouve dommage de temps en temps de rencontrer des acteurs qui ont de très belles idées, de très beaux projets, avec une rentabilité rapide, démontrable, et qui, eux, ont beaucoup plus de mal à intéresser les investisseurs. Les banques d'affaires, les fonds d'investissement, oui, mettez peut-être en place ce qu'on fait, les incubateurs, enfin tout cet écosystème à la disposition des entrepreneurs de la tech et des startups pour aider d'autres types d'entreprises. Alors il y a un sujet aussi, hein, vous pourrez utiliser les grands mots, c'est l'aménagement du territoire. 75% de cet argent, il est investi en Île-de-France. Qui ne pèse pas à 75% du PIB du pays, même si l'Île-de-France est très importante dans le pays. Là, on a quand même un biais géographique, probablement culturel, à plein, dont on pourrait dire qu'il pose aussi problème, même si encore une fois, il faut plutôt améliorer ce qui ne va pas et pas commencer à critiquer ce qui va bien, mais c'est un sujet, non ? Il y a quelques villes qui développent des pôles. On regarde, moi, Nantes, l'ouest de la France a été extrêmement dynamique, très supporté par les politiques régionales, et là, il y a un écosystème de start-up, de la tech à Nantes qui explose et qui, du coup, a du mal à recruter parce que il faut aller chercher des gens à Paris pour venir travailler à Nantes. Il y a quand même un problème de maillage global au niveau du recrutement. Mais ça veut dire que les gens qu'on va chercher, on est sûr qu'ils ne sont pas à Nantes. Ce que vous nous dites, c'est que par définition, les gens compétents seraient à Paris. Non, c'est pas que les gens compétents. Il y a beaucoup plus de gens à Paris, donc plus de gens compétents. Il y en a moins à Nantes. Et puis quand vous implantez beaucoup de structures à Nantes avec les mêmes besoins, parce que ce sont des structures tech, donc elles ont besoin de product managers, d'ingénieurs, de développeurs. Et il y a un petit vivier de compétences. Ce petit vivier de compétences, il est vite saturé. Et derrière, il faut aller chercher des gens en région parisienne avec qu'est-ce que je fais à Nantes, c'est quoi mon job d'après, voilà. Donc oui, il faut, je pense qu'on peut envisager d'avoir un maillage économique plus large. Je pense que le télétravail, le travail à distance devrait faciliter ça. De toute façon, on va avoir un sujet, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent
de s'installer loin en disant maintenant je vais travailler à partir de l'Alsace, plutôt le sud, etc. Et là, voilà, pour avoir un micro-bout de jardin ou en tout cas quelques mètres carrés significativement quelques clients supplémentaires qui sont des directeurs digitaux, directeurs e-commerce, qui se sont précipités sur des opportunités en région, dans le sud-ouest, dans le sud. Et il y a. Et qu'ils ne le regrettent pas, il paraît qu'il y a des. Pour l'instant, ils ne le regrettent pas. Encore. Christian, j'évoquais la notion territoriale. On sait qu'il y avait quand même déjà des inégalités entre l'Île-de-France et le reste du pays. Est-ce que dans le côté, encore une fois, pour volontairement faire l'oiseau de mauvais augure par rapport à ces bons chiffres, mais pour alimenter le débat, voilà, est-ce que c'est voilà, l'espèce de courbe en K que vous évoquez qui favorise le secteur de la technologie ne va pas accroître voilà, Paris est le désert français, hein, pour reprendre une expression qui n'est pas récente du tout, mais dont on peut que constater depuis des années qu'elle est vérifiée, qui a plutôt tendance à se renforcer. Alors ça, c'est un problème plus global au secteur technologique globalement, c'est que le secteur technologique finalement concentre énormément les gains de productivité et concentre énormément finalement la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ingénieur chez Google qui va développer, ou un programmateur qui va développer un site internet de e-commerce va faire beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'un seul vendeur dans un magasin. Donc déjà, le secteur technologique a tendance à pomper une partie de la richesse et de la productivité de pas mal de secteurs. Et donc, c'est vrai qu'on concentre ça sur un petit nombre de personnes. Deuxième élément qui est en train de montrer le technologique, c'est que de plus en plus, votre lieu de résidence peut importer. Quelque part, on peut travailler, on peut faire des projets en étant à distance. Du coup, on devient de plus en plus dans un marché mondialisé. Parce que demain, alors pas aujourd'hui, il y a toujours des barrières de langue et tout ça, hein, je ne vous dis pas que c'est comme ça facilement, mais il faudrait peut-être même plus que raisonner seulement Île-de-France, c'est qu'on va voir aujourd'hui un ingénieur va être peut-être en concurrence avec un Indien, avec un Américain, avec un autre. Donc après, c'est pas évident de faire travailler toutes ces équipes ensemble. Je ne dis pas que c'est un monde rêvé, que demain c'est fait, mais en tout cas, le fait qu'on n'a plus besoin aussi d'être sur un lieu physique rend aussi finalement l'offre de travail beaucoup plus internationalisée et beaucoup plus concurrentielle. Donc c'est quand même des changements importants que donnent les nouvelles technologies, parce que finalement ces technologies, le grand enseignement, c'est qu'on n'a plus besoin de bouger, c'est plus l'espace aujourd'hui qui compte, c'est finalement la communication, c'est le réseau de communication, et c'est ça qui fait que finalement on peut délocaliser du travail, ou alors si on a une réelle compétence, bien la valoriser. Donc ça crée des inégalités. Qu'on le veuille ou non, le secteur technologique, les innovations technologiques, dans un premier temps, créent des inégalités. Alors peut-être qu'après, ça va se réguler, mais aujourd'hui, très clairement, le fait d'avoir une accélération sur quelques segments de marché, qu'on a des compétences qui sont très recherchées, bah forcément, ça crée des inégalités assez importantes aujourd'hui. Et ça, on le voit clairement. Ça pose des problèmes sociaux, ça pose des problèmes de rémunération, et ça pose aussi cette concurrence qui devient de plus en plus internationale. Aujourd'hui, des grands groupes internationaux dans le secteur technologique, ils résonnent au niveau global. Alors c'est pas vrai pour tout, parce que tech c'est vague, hein, c'est large, mais très large, là on parle beaucoup plus du logiciel. Je vous dirais ça plus que des semi-conducteurs où on a besoin d'une usine physique à un endroit. Hein. Attention, je ne généralise pas, mais en tout cas, c'est pas des semi-conducteurs où il y a le plus d'emplois de levée de fonds. Mais en tout cas, on s'aperçoit que quand même dans l'économie numérique, dans le service, la notion même de territoire est un petit peu remise en cause. Que ça soit au niveau d'un pays ou d'un... Non, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que vous seriez, sur ce point précis, est-ce que vous seriez prêt à parier l'une et l'autre que effectivement ce chiffre de, je ne sais plus, 70-75% de ces levées de fonds qui se font en Ile-de-France, il va baisser, il aura baissé dans 5 ans précisément parce qu'on sera plus capable, à la faveur du télétravail, des réseaux, de cette espèce de nouvelle façon de faire qu'on évoque, de créer des boîtes un petit peu partout et pas uniquement départements 75, 92, 94, que sais-je. Ce serait souhaitable. Ouais. Ce serait souhaitable. En revanche, ce qu'on voit, c'est que quand une société veut se développer au niveau international, vous créez un pure player, une start-up à Nantes, et vous avez l'intention d'attaquer un marché international, vos équipes internationales, elles seront basées à Paris. Elles ne seront pas basées à Nantes, même si le siège est à Nantes. Donc, il y a un moment où l'accessibilité... À cause des transports, de l'aéroport, ou à cause du fait que c'est plus crédible vis-à-vis de l'étranger? Et sincèrement, encore des ressources. Trouver les bonnes ressources, les bons partenaires industriels, les bons partenaires en termes de business, ils sont beaucoup concentrés en région parisienne. Donc il y a une volonté de certains entrepreneurs de se développer en région pour la qualité de vie, pour plein de choses, et puis pour dynamiser un écosystème local. En revanche, il y a un moment où ils se confrontent à une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'assets
et de choses qui sont qu'en région parisienne et desquelles il faut se rapprocher à un moment. Dans votre métier du recrutement, Iman, est-ce que vous recrutez des profils digitaux pour l'industrie digitale, enfin numérique, ou des profils digitaux précisément pour l'ancien monde On a l'ancien monde. Non, mais la tendance, est-ce que globalement c'est l'ancien monde qui essaie de keep up avec la tendance et qui essaie de recruter précisément des profils numériques, ou est-ce que globalement ça reste l'industrie numérique qui recrute des profils numériques? Il y a des vagues. Et là, on a eu une grosse vague en 2019-2020 sur les entreprises traditionnelles dans leur volonté de se digitaliser, de se numériser et de progresser là-dessus. Donc, on a eu des gros volumes de recrutement et moins à ce moment-là sur des pure players ou des startups. Et c'est revenu sur 2020, les startups, celles qui n'étaient pas des gadgets, celles qui proposaient des solutions réellement significatives, utiles, ont eu de forts besoins de recrutement. Donc là, on a eu heureusement cette manne-là. Et puis là, c'est les deux. Depuis septembre, on a vraiment les deux mondes qui recrutent sur les métiers digitaux en masse. Ils recrutent ou ils achètent des experts, de l'expertise, de la prestation de services. Donc il y a un vrai sujet de Est-ce que l'offre est là? Est-ce que globalement, l'offre au sens l'offre de main-d'œuvre, c'est-à-dire il y a suffisamment de gens pour accompagner le développement numérique de la France aujourd'hui ou toujours pas? Il n'y en avait déjà pas assez avant la crise. Mais on ne cherche plus forcément les mêmes profils. C'est-à-dire qu'il y a eu un switch. Un exemple, les data scientists qui sont une ressource très, très, très pénurique. Donc, les gens qui manipulent de la data et qui sont aussi ingénieurs et donc qui vont développer des algorithmes, ceux dont on a besoin pour l'intelligence artificielle. Les interpréter, en tirer des... Développer, donc ils développent de manière informatique autour des problématiques data. Donc, c'est une double compétence. Donc, elle est très rare. Celle-là, elle reste très rare. En revanche, il y a eu moins de demandes sur ces profils-là sur le deuxième semestre de l'année dernière, parce que les entreprises se sont concentrées sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus directes, moins d'innovation et beaucoup plus de pragmatisme dans leurs projets. Et entre-temps, les écoles ont livré des jeunes data scientists fraîchement formés, qui, eux, sont arrivés sur un marché où ils devaient être conquérants, et ils le sont un peu moins. Donc, ça va revenir. Ça va revenir, et il y a des choses à faire. Il y a une pénurie assez forte dans les profils techniques, les développeurs. C'est vraiment extrêmement compliqué, mais ça l'était déjà bien avant et ça ne va pas s'arranger rapidement parce que c'est long de former. Même s'il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de formations. Voilà. Mais il y a eu une vraie prise de conscience des écoles, des environnements de formation, donc une accélération de fourniture de profils. Donc on est pénurique, mais moins qu'avant. Dernière question sur ce débat. Christian, je lisais tout à l'heure le ministre qui se félicitait de ces bons chiffres et notamment que ça mettait les Français numéro 1 en Europe, touche, juste devant les Allemands. Les Anglais, je le disais dans mon introduction tout à l'heure, sont très loin devant encore, plus, je dis 12 milliards et quelques contre les 5 milliards 4 du capital risque en France en 2020. C'est quoi? C'est la langue anglaise tout simplement, ou il y a quand même d'autres ressorts selon vous? On peut pas nier, hein. Il y avait une force de Londres, alors en termes de financement, de capacité de financement, les fonds étaient aussi à Londres. Donc comme les fonds étaient là-bas, ils investissaient plutôt à côté de chez eux que... On avait aussi un pays qui était très ouvert, jusqu'avant le Brexit, on pouvait travailler assez facilement en Angleterre, attirer des talents. Donc c'est toute la question, là, ça sera un bon cas d'école. Est-ce que voir dans 2 ans ce type de baromètre, est-ce que le Royaume-Uni va vraiment rechuter, parce qu'avec quand même des contraintes en termes d'immigration qui sont quand même beaucoup plus sévères, c'est quand même le but, c'était le but quand même du jeu. Donc si on a ces contraintes-là, si on a quand même peut-être Londres qui perdra un petit peu de sa superbe, il ne disparaîtra pas, mais qui perdra un petit peu de sa superbe. Donc ça sera un bon cas d'école de voir si véritablement on peut avoir des changements. On avait aussi quand même un environnement en termes de régulation qui était très favorable pour ces sociétés. Donc on verra comment Londres va gérer ça. Mais c'est très intéressant de voir un petit peu si un peu plus de protectionnisme, un peu plus de contraintes en termes d'immigration, est-ce que ça peut casser ou pas cette dynamique? Donc il faudra suivre ça de très près, à mon avis. En attendant, ils ont fait encore plus 11 cette année, le capitalisme au Royaume-Uni, avec ce 12,7 milliards. En un mot, les Anglais ils vont garder leur première place de loin. Pour les raisons, parce que c'est là où est l'argent, c'est ce que, en gros, ce que dit Christian, c'est une place financière de premier plan, elle ne va pas changer, et puis je pense qu'il y a pas mal d'incitations du gouvernement anglais à continuer à être une place financière de choix. Après, est-ce que les entreprises internationales vont garder des sièges Europe à Londres, comme c'était le cas avant? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de déplacements, et nous, on voit beaucoup de Français qui étaient à Londres sur des très beaux postes revenir.
à Paris. De manière très rapide. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier juste une chose, c'est que Londres, c'était quand même un moyen d'attaquer ensuite le marché européen. Hein. Ce n'était pas pour le marché anglais. On se développait à Londres et derrière, c'était d'adresser derrière le marché européen. C'était le siège Europe. Et voilà. Et donc, c'était pas Schengen, mais c'était l'Union européenne quand même. Il y a quand même un petit changement entre-temps. Allez, oui, les effets du Brexit, ça prendra des années. On aura l'occasion 1000 fois d'y revenir. On marque une courte pause. Restez avec nous. On parlera régulation sur Twitter tout à l'heure. Retour dans Late et Smart. Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons revenir sur les polémiques autour de Twitter, censure ou régulation dans les relations entre Twitter et le monde politique, et particulièrement, vous le savez, c'est le sujet qui fait beaucoup parler depuis ce week-end et ça continue autour de donc, la décision vendredi soir dernier par Twitter de clore définitivement le compte Twitter de Donald Trump, j'allais dire le compte Twitter du président des États-Unis. Non, parce que par ailleurs un compte Twitter du président des États-Unis, mais effectivement, ce n'était pas celui-là qui était utilisé par Donald Trump, c'était son compte perso. Alors, Twitter qui, derrière, pour justifier que ce n'était pas uniquement le président des États-Unis qui était visé, et pour voilà, accréditer cette idée d'une nouvelle politique de Twitter sur les propos haineux et autres, qui a annoncé donc Twitter qu'elle allait suspendre de façon permanente, non seulement le compte de Donald Trump, mais plus de 70 000 comptes, nous dit cette dépêche Bloomberg, dédiés notamment autour du mouvement conspirationniste QAnon américain. Facebook, de son côté, a annoncé qu'eux aussi étaient en train d'enlever, de retirer des posts, tous les posts qui incluaient la phrase Stop the Steal. Stop the Steal, c'est stop au vol, arrêter le vol, donc par rapport à le supposé vol de l'élection présidentielle américaine. Dans les réactions notables, c'est hier soir, je crois, Thierry Breton, notre commissaire européen au marché intérieur, qui est en pleine élaboration, vous le savez, on en a déjà parlé du Digital Services Act et du Digital Market Act, donc au niveau européen, qui a écrit 8 janvier 2021, donc cette annonce par Twitter. Cette date restera comme la reconnaissance par les plateformes de la responsabilité des contenus qu'elles véhiculent. Elles ne pourront plus, écrit Thierry Breton, se dérober au prétexte de fournir de simples services d'hébergement. Un dogme s'effondre. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion effectivement au fait que les plateformes disaient on n'est que les plateformes, on n'est pas responsable de ce qui est écrit. Donc c'est pas à nous de réguler. À partir du moment où elles le font, elles ne peuvent plus dire qu'elles sont neutres dans cette affaire, ce qui implique plein de choses. C'est que ça devient de fait des médias et qu'on peut leur appliquer toutes les règles sur la liberté d'expression, en tout cas dans notre pays où il y en a pas mal. Globalement, une petite réaction déjà l'un et l'autre sur voilà, toute cette polémique, tout ce débat depuis vendredi dernier. Est-ce que c'est une bonne chose qu'une entreprise privée comme Twitter décide unilatéralement, et on imagine bien que c'est la décision d'une personne, en l'occurrence le patron et cofondateur de l'entreprise, pour ce qui est de Twitter, Jack Dorsey, pour ce qui est de Facebook, Mark Zuckerberg, de décider de supprimer le compte Internet d'une personnalité quelle qu'elle soit. En l'occurrence, ce n'est pas n'importe quelle personnalité, le président des États-Unis, qui est en plus l'un des plus gros compte sur Twitter, plus de 80 millions de followers. Christian. Oui, non, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Thierry Breton. C'est un vrai... Ils ont mis le doigt dans quelque chose, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez important, ça marque une vraie rupture. Même regardez, alors on parle de Twitter, mais on pourrait aussi parler de Apple qui refuse maintenant de mettre des applications alors absolument, sur les réseaux sociaux, qui ne va plus distribuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous l'avez installé, l'application, vous pouvez, mais vous ne pouvez plus la réinstaller ou... parler de Parler, qui est donc un réseau social qui était plus conservateur, plus extrémiste, plus complotiste, supposément, qui n'est plus accessible ni sur Apple Store, ni sur Google Play Store. Et ça c'est quand même un vrai changement, parce que jusqu'à présent, Apple disait, moi, vous installez l'application, vous dites n'importe quoi sur l'application, en pire, c'est l'application qui est responsable, c'est celui qui gère l'application. Moi, je suis qu'un distributeur pour le mettre sur votre smartphone. Là, ils disent vraiment, j'ai un jugement de valeur sur ce que fait le réseau social, qu'est-ce qui est échangé. Donc même eux, ils ont mis le doigt dans quelque chose qui est un peu déroutant. Donc ça, c'est le premier point, c'est que là, ils admettent implicitement leur responsabilité. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxième point, ça pose, mais ça, c'est ce que tout le monde dit, et je pense que c'est assez logique. On le voit très clairement. De quel droit le président d'une société privée
même ce qu'on pense que l'on veut de ce qu'écrit M. Trump, de quel droit un dirigeant d'une société privée décide de couper un compte par rapport à un autre. Donc là, c'est un vrai jugement de valeur, c'est un vrai jugement politique. C'est vrai que là, c'est pas à lui de le décider. Ça aurait été plutôt à lui de dire à la justice, faut-il interdire, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des propos qui contredisent les lois et est-ce que vous voulez interdire ce compte? Mais ce n'était pas à lui, en tant que personne d'une société privée, de prendre cette décision. Sinon, c'est vrai que c'est la porte ouverte. Alors pourquoi pas supprimer tel compte sur tel sujet parce que ça nous gêne ou tel sujet. Si on critique une loi, attention, on ne peut pas critiquer le gouvernement. Donc là, on retrouve... Oui, des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden a été très critique sur cette décision de Twitter. Je l'évoquais hier, l'opposant russe Alexei Navalny disait remplacer Trump par Navalny et globalement Poutine est content. Votre réaction à vous, Iman? Moi, je trouve que c'est vraiment un énorme danger pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression était censée être garantie par les États démocratiques. Et là, la liberté d'expression, c'est une personne à la tête d'une société privée qui va décider de tu es libre de t'exprimer ou tu ne l'es pas. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Après, j'ai envie de dire qu'il était temps que les réseaux sociaux se mobilisent et assument se réveille un peu sur le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, les 70 000 comptes Quanon, là, ils existaient avant le 8 janvier, avant l'envahissement du Capitole. Même si on sort du sujet Trump et qu'on parle de sujets très polémiques et très dangereux, d'appel à la haine, je trouve que les réseaux sociaux avaient une responsabilité, qui se sont empressés de nier aussi longtemps qu'ils pouvaient. Et aujourd'hui, de façon très arbitraire, ils décident de fermer un compte. Alors bon, il y a un certain nombre de discussions. C'est pas n'importe quel compte, il y a des raisons, mais effectivement, ça pose des questions. Je pense que sur les contenus publiés, mettre des alertes comme ils l'avaient fait, c'était déjà compliqué, mais ça ne remettait pas en cause la liberté d'expression. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi n'avoir rien fait avant? Il y a eu 3 étapes. Il y a eu effectivement les petites alertes. Ça faisait depuis la campagne électorale, effectivement, aux États-Unis, les petites alertes, attention, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a eu quelques jours, ça a été interdiction de retweeter Donald Trump, et puis très rapidement, suspension d'abord temporaire, puis définitive. Ce qui est intéressant, ce qu'évoquait hier, ce qui pose question, c'est qu'effectivement, Twitter et Facebook, on a quand même 2 personnes en Californie qui doivent habiter à moins de 10 km l'un de l'autre. Si vous rajoutez Tim Cook, le patron d'Apple, c'est pareil. Jeff Bezos, puisque Amazon aussi a sorti Parler de l'hébergement de ses serveurs. Donc là, c'est encore une étape suivante. Alors Jeff Bezos, il a vu probablement un petit peu plus loin. Mais on a une petite concentration d'un pouvoir mondial sur la liberté d'expression et de l'information, au moins de quelques-uns. Ce qui est certain, c'est que ils ont mis le doigt dans un truc, comme vous disiez, Christian. On n'a pas fini d'en parler. Et on va en avoir des auditions au Congrès des États-Unis là-dessus. Ça avait déjà commencé. Implicitement, ils demandent une régulation. Ça revient à demander une régulation parce que très bien. Ils font leur régulation. Alors qu'ils auraient pu la demander. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clairement, c'est pas à eux de le faire. Zuckerberg, Facebook avait commencé à dire, il avait justement rompu un petit peu. Là, il avait dit, nous, on veut bien. Il avait commencé à aller un petit peu dans le sens du truc, mais. Il faut aussi les aider, c'est leur dire ce qui n'est pas naturel pour les États-Unis, qui a le droit de dire quoi, où est la frontière, où est la ligne jaune, on est plus habitué chez nous. Et après, ça pose un autre problème qui est là beaucoup plus économique, qui est un vrai problème, c'est cette situation de monopole ou de quasi-monopole, duopole, enfin on est sur quelques acteurs dominants et qui sont liés aux services tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, pourquoi vous allez sur Facebook? Parce que vous êtes sûr d'avoir tous vos amis qui sont connectés aujourd'hui sur Facebook. Donc ça ne laisse pas la place à de la concurrence. Parce que aujourd'hui, vous pouvez dire j'aime pas ce journal d'opinion, j'aime pas tel journal, je vais en prendre un autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face aussi à des technologies qui imposent des monopoles par leur nature. Et ça, c'est quelque chose. Et surtout, des technologies où la personne supplémentaire, l'offre de services supplémentaires, ne coûte pas plus cher. C'est pas quelque chose qu'on a dans le monde physique. Produire une voiture supplémentaire, à un moment donné, il faut mettre une nouvelle chaîne de production, ça coûte de l'argent. Oui, il y a un coût marginal. C'est ce qu'on appelle les rendements décroissants, les coûts qu'on voit dans le monde réel. Dans le monde électronique, on n'est pas là-dessus, puisque finalement, on a un coût fixe, et puis derrière, offrir plus ne coûte rien à la marge. On a un coût marginal qui est nul. Donc forcément, ça crée des positions monopolistiques. Et là, on vient de s'apercevoir
que finalement, Twitter, Facebook, ils ont le monde entier et ils peuvent censurer le monde entier. Et ça, c'est un vrai problème derrière qu'on n'a pas dans les médias globaux, parce que dans les médias, il y a plein de chaînes de télé, il y a plein de journaux. Et là, c'est un vrai problème du poids de ces plateformes. Et ça, c'est pas un problème facile. Je reconnais, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas créer une concurrence dans ces réseaux. Alors, s'il y a eu cette fameuse annonce du service de messagerie de Facebook, il y a une petite révolte et puis on va vers un autre. Mais on voit que c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut que tous vos amis vous suivent dans l'autre réseau. Donc, on voit qu'il y a quand même un élement de fond. Oui, puis WhatsApp, c'est 2 milliards de personnes tous les jours dessus. Et du jour au lendemain, on n'ira pas sur un autre. Donc, il y a quand même un vrai problème là-dessus, je pense, et c'est un problème qui est lié en partie à la technologie. Et alors, vous dites le monde entier, pas les Chinois. Et puis pas trop les Russes, qui globalement se sont l'un et l'autre préservés des Américains et qui ont à chaque fois un peu les équivalents, ce qui n'est pas le cas du tout en Europe de l'Ouest. On n'a pas nos équivalents. Par contre, ça nous montre clairement que l'Europe est totalement dépendante de ses géants américains, pour faire simple. Oui. Si on prend mais c'est d'autant plus perturbant. Nous, on est sous la régulation américaine. Ça montre aussi, alors ça pose un vrai problème, parce que l'Europe peut essayer de légiférer, et je suis d'accord avec M. Breton, mais in fine, celui qui va décider, il est en Californie. Donc ça, c'est aussi un vrai problème de fond sur ces médias dont le pouvoir est totalement, et on réagit par rapport à la loi américaine et pas par rapport à la loi européenne. Donc derrière, c'est très compliqué de réguler aussi au niveau de l'Europe, on le voit bien. Et en même temps, on imagine qu'il va y avoir effectivement des tentatives de régulation, mais c'est pas facile d'avoir la solution en fait. C'est pas comme si on pouvait dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a une responsabilité incroyable qui est entre les mains des dirigeants de ces réseaux sociaux. C'est pas simple de dire, parce que globalement les tribunaux sont pas capables ou même des juges sont pas capables de réagir à la vitesse à laquelle il faut réagir, le cas échéant compte tenu du sujet. Il y a les forces de police qui doivent identifier finalement la fraude, les excès, et après remonter ça au juge qui doit statuer, et puis qui devrait théoriquement dire vous fermez ce compte parce qu'ils ont eu tel propos. Il y a une instantanéité d'un côté, et il y a une lourdeur et une procédure qui est très longue de l'autre côté. En revanche, on a tardé à légiférer sur les monopoles. Quand Facebook rachète Instagram, on aurait pu avoir plus de réseaux si on n'avait pas l'argent pas cher, on rachète. Et puis, toutes les boîtes qui ont été rachetées par Facebook, juste parce qu'elles risquaient de devenir des concurrents significatifs. Et il y a quelques boîtes européennes également là-dedans. Donc, il y a ce côté, les lois antitrust qui ne sont pas facilement appliquées à l'environnement digital. Là, rappelons, puisque vous donniez l'exemple Facebook et Instagram, c'est que ça avait été autorisé à l'époque et que l'autorité de la concurrence américaine, il n'y a pas plus tard qu'un mois, a dit que ça avait été une erreur et qu'aujourd'hui, il faudrait je crois que ça a été re-avalisé cette semaine. On n'en a pas entendu parler. Il y a eu une nouvelle... Et globalement, il y a quand même une procédure en cours. Annonce. Il y a quand même une procédure en cours aux États-Unis. Est-ce qu'il faudrait que ces réseaux sociaux qui sont utilisés quand même plus ou moins, même si je faisais mon malin en disant que ce n'était pas le cas en Chine et en Russie, qui sont utilisés quand même globalement plus ou moins partout dans le monde, énorme. devraient répondre de la législation de tous les pays dans lesquels ils exercent. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas, mais même, regardez, juste, je fais une petite parenthèse pour la Chine, ils commencent à en avoir peur, le Parti communiste, parce que vous avez vu ce qui s'est passé sur Alibaba. Eux-mêmes régulent un peu leur propre... Ils commencent à faire le ménage. C'était dans la finance, mais... on voit que, oui, mais même, on a vu que le patron d'Alibaba avait un peu disparu des médias. Il y a un ils ont moins de problème avec la liberté d'expression, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Non, mais par contre, ce qui a été reproché à Alibaba, c'est d'être un État dans l'État, en Chine, dans les articles chinois. Absolument. Donc, on voit que même eux, ils ont le même problème, alors qu'on pourrait se dire c'est un pays autoritaire qui régule tout et tout ça. Ils se sont aperçus que cette technologie a entraîné l'émergence véritablement d'un État dans l'État. Donc, si eux, ils l'ont, a fortiori, de notre côté, on peut se poser la question. Donc, c'est vrai, c'est un vrai problème. Moi, je pense que c'est un problème de technologie, de diffusion de la technologie. Et je pense que, alors, pour revenir, il y a une solution. C'est qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est aujourd'hui qu'Amazon héberge votre site de e-commerce et soit lui-même un commerçant. C'est là où il y a un conflit d'intérêts. Il y a un problème. On est sur des sujets de concurrence. On n'est pas sur des sujets de liberté d'expression. Il n'y a pas que des aspects aujourd'hui. Le problème, c'est que Facebook achète des concurrents qui émergent, des technologies qui émergent. Après, on pourrait dire que Facebook n'a pas le droit de racheter ses concurrents. Google ne peut pas être moteur de recherche et en même temps gérer les mails et en même temps faire ci, en même temps faire ça. Parce que s'il gère vos mails, il connaît votre vie, il connaît vos intérêts, donc il va vous proposer ses services de e-commerce. Donc il y a
vraiment, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est pas forcément le monopole, parce que c'est de la technologie. C'est quelque chose qui est né de la technologie, mais là où on a fait une erreur, c'est de ne pas vouloir les laisser se développer sur tous les branches de métier. S'ils étaient sur un seul métier, je pense qu'on n'aurait pas ce type de problème. Là, c'est un problème de liberté d'expression. Et soit on défend la liberté d'expression réellement, et on dit, même si ça nous fait plaisir, que Twitter n'a pas le droit de couper la parole à qui que ce soit, même si ça a quand même... Oui. Sauf exceptionnellement sur injonction judiciaire. Voilà. Et je pense qu'il va falloir réglementer localement. Est-ce que oui, alors c'est ce qui est manifestement prévu. Alors il y avait une loi, la loi Avia, qui a été totalement retoquée, comme c'est rarement une loi l'est par le Conseil constitutionnel il y a quelques mois. D'habitude, c'est 1 ou 2 articles. Les 3/4 de la loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Apparemment, elle va revenir, une partie de cette loi, par la fenêtre dans la loi sur les valeurs de la République, qui va rapidement arriver au Parlement. Vous nous dites, selon vous, Iman, c'est plutôt une bonne chose de tenter de réglementer localement. Oui, que les personnes qui réglementent... Après, il faut voir comment. Réglementent après avoir réfléchi, interviewé, écouté, et que ce soit des décisions mesurées et justifiables. Voilà, c'est pas une personne chez elle qui décide que voilà, je coupe le compte parce que ce qu'il dit me plaît pas. Sinon, demain, on ne pourra voir sur Twitter ou sur Facebook que le reflet des passions. Que les amis de Jack Dorsey ou de Mark Zuckerberg sont nombreux. Et ils ont trop d'influence, ils ont trop de puissance, trop de présence pour pouvoir légiférer eux-mêmes. Donc, with great power comes great responsibility, c'est Superman. Voilà, ça impose aussi, si on veut légiférer au niveau local, ça impose aussi que les serveurs soient au niveau local. Oui, sinon on n'a pas la main dessus. Après, ça sert à rien. On peut toujours condamner un serveur qui est dans un état qui régule pas, quoi, et qui fera pas la saisie des données. Donc derrière, ça suppose aussi qu'on nationalise aussi les data centers et que. Ça suppose que pour faire du revenu en France sur le marché français, avec des datas françaises, il faut respecter un certain nombre de lois. Allez, ce sera sûrement un des thèmes importants de cette année. Effectivement, on a mis le doigt dans quelque chose là. Globalement, on va sûrement beaucoup en parler. On verra ce que ça donne en termes de législation. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. On va balayer 2-3 sujets un petit peu différents. On va quand même revenir sur des sujets déjà évoqués tout de suite. Deux petits sujets que je voudrais vous faire commenter en cette fin d'émission. On va parler bourse avec vous, Christian, et puis tout le monde va commenter. Voilà, on a eu les chiffres de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui nous a appris, regardez cette brève du Figaro, les Français se ruent sur la bourse. Près de 400 000 Français ont fait leur premier pas en bourse en 2020, amorçant un mouvement de reprise de petits porteurs comme ça, d'arrivée en bourse, mouvement amorcé l'année précédente avec la privatisation de la FDJ, la Française des Jeux. La FDJ avait attiré près de 500 000 Français, c'était déjà effectivement colossal. Donc on a au total à peu près, parce qu'il y a quand même des doublons, donc 800 000 personnes qui sont arrivées en bourse comme ça récemment, avec le mouvement est, je crois, assez similaire aux États-Unis, avec beaucoup de particuliers aussi qui arrivent sur les marchés, avec des conséquences un peu dingues, amusantes. Pour l'anecdote, vous évoquiez la messagerie concurrente de WhatsApp tout à l'heure. Hein. Regardez ce tweet d'un observateur de Wall Street qui nous dit voilà, les investisseurs se sont précipités sur l'action Signal après le tweet d'Elon Musk de jeudi dernier. Elon Musk, jeudi dernier, il a dit utiliser Signal par rapport à WhatsApp, par rapport aux polémiques sur WhatsApp. Sauf que le Signal, la messagerie n'est pas cotée en bourse parce que c'est une non-profit, c'est une fondation. Il y a une société Signal qui est cotée en bourse, mais qui n'est pas la bonne, qui s'est envolée en 4 jours de 60 cents à 36 $, avec un plus haut à 70 $. Donc de poste n'est pas la bonne. Ça montre aussi que c'est forcément des petits porteurs qui achètent très vite, j'imagine, sans forcément se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Là encore, plutôt une bonne chose qu'il y ait beaucoup plus de Français en bourse qu'avant. Hein. Alors je vais juste faire une petite remarque pour être méchant. Oui. Les Français achètent la Française des œufs. Les Américains, quand ils vont en bourse, ils vont sur un titre spéculatif. Ils vont même pas le bon. Voilà, ils vont acheter du Tesla ou du Zoom. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas. Non, ça montre une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément d'épargne. Et on cherche où mettre son épargne aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie interrogation. Alors, c'est vrai qu'on peut se réjouir d'un côté cet appétit pour les actions. Ben, ça doit rester une petite partie de votre patrimoine. Mais il faut aujourd'hui aller vers les actions. Alors, est-ce que vous le gérez en direct? Vous le donnez comme vous disiez tout à l'heure, des rendements négatifs, ça ne fait pas envie. À un moment donné, vous ne pouvez pas rester sur votre livret A ou vous pouvez mettre une partie de votre épargne forcée sur la bourse. Donc, ça crée ces mouvements. Mais ça nous pose un problème. C'est vrai aujourd'hui parce que souvent, je dis aux investisseurs, est-ce que la bourse doit monter cette année? Je dirais non, on a tout anticipé.
anticiper. Mais si je regarde en logique de flux, je vous dirais, les Américains vont encore toucher un chèque de $900. Monsieur Biden fait un plan de relance où il va renvoyer un chèque aux Américains. Cet argent, il va se retrouver en partie sur la bourse américaine. Donc, je vous dis, en logique de flux, je vous dirais, ça va monter. Et en logique fondamentale, j'aurais tendance à vous dire, non, ça devient cher et on a intégré un peu toutes les bonnes nouvelles. Donc, on est un peu pris entre deux feux parce que ça crée des arbitrages. Cette épargne énorme peut aller encore une fois sur des investissements. Et le problème, c'est que aux États-Unis en tout cas, l'appétit il ira pas sur des valeurs solides. On jouera plutôt. Les gens vont pas acheter General Electric ou du General Motors. C'est une question de mentalité américaine qu'on n'a pas. Alors qu'en France, on préférera jouer Française des Jeux qui était plus vendue comme une grosse obligation quelque part puisque c'était du récurrent, un gros dividende. Plus 80% de l'introduction en bourse. Voilà, solide. Mais ça a été, vous voyez, on voit la différence de perception entre les deux puisqu'en France, on a acheté la bourse, mais la partie la plus sécurisée, le business le plus solide et qui va vous donner votre dividende, qui va vous donner du rendement, alors qu'aux États-Unis, on est prêt à aller finalement très très vite sur du Tesla, sur du Zoom, sur même une valeur de biotech, juste parce qu'elle a un nom qui correspond à un réseau social. Donc, vous voyez que ça peut aller très très vite. Iman, comment vous interprétez, vous analysez cet afflux des Français vers la bourse là ? Je pense qu'ils ont eu le temps de s'intéresser au sujet, ils ont eu le temps de télécharger des applications qui se présentent comme des jeux vidéo et que c'est amusant. Et vous nous rappelez qu'au printemps, beaucoup de Français ont eu le temps. Absolument. Et que ça continue. Et je pense que pour acheter des actions en bourse en tant que particulier en France, il faut s'y connaître un petit peu, il faut au moins connaître les mécaniques et qu'ils ont eu le temps d'analyser et d'étudier ces mécaniques. Ouais. Les Français ont eu le temps de faire plein de choses pendant le confinement, et des choses étonnantes d'ailleurs. Et effectivement, par rapport à cette énorme épargne accumulée, y compris en France. Vous savez qu'aux États-Unis, où les conseils boursiers sont maintenant devenus les plus fréquents, c'est sur les messageries des jeux en ligne. Voilà. Les gens jouent au jeu, mais dans c'est les une autre plans, forme. se donnent des tuyaux. C'est une autre forme de jeu en ligne. C'est pas nouveau qu'on dit que la bourse, c'est le casino, effectivement. Allez, pour terminer, est-ce que vous connaissez NIO ? NIO, c'est un constructeur automobile chinois qui a présenté hier un nouveau modèle 100% électrique, c'est un peu le Tesla chinois. Alors voilà, 0 à 100 dans 3,9 secondes, 23 haut-parleurs dans la voiture, la 5G évidemment, des capacités d'intelligence artificielle, des fauteuils qui massent. Et effectivement, un commentaire de Reuters qui dit So much needs to do right, though to merit 100 billion valuation. Reuters qui rappelle que cette entreprise NIO vaut 100 milliards de dollars à la bourse en Chine. Le Tesla chinois, c'est une toute petite en nombre de... Voilà. Il n'y a pas qu'effectivement Tesla qui vaut entre 700 et 800 milliards. NIO, qui est donc 100 milliards, c'est quand même 5 fois Peugeot. Donc on est dans cette idée que pour les investisseurs, dans l'industrie automobile, il faut partir de scratch, il faut partir de zéro. C'est une bonne raison ? Alors, c'est en partie vrai, en partie faux. En partie vrai, pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'électrique remet à plat énormément de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez quand même des... Dans le modèle industriel. Dans le modèle industriel, vous aviez des constructeurs automobiles. Quand vous saviez très bien faire un moteur diesel, c'était une vraie valeur ajoutée. C'était des brevets et puis du jour au lendemain, on ne pouvait pas vous concurrencer. Ce qui faisait la beauté peut-être d'une Porsche, c'était son moteur, son bruit. Maintenant, entre une Porsche électrique et une Porsche et une Renault, est-ce que vous voyez vraiment beaucoup de différence ? Donc, il y avait quand même une vraie valeur ajoutée à avoir un moteur atmosphérique et les Chinois étaient très en retard par rapport aux constructeurs. Là, ils repartent de zéro. On se retrouve avec une concurrence où la valeur ajoutée, elle est où ? Elle est dans les batteries, dans la capacité des batteries et le moteur électrique en lui-même n'est pas quelque chose de très différenciant, c'est quelque chose de très simple qu'on connaît depuis des années. Donc vraiment la valeur ajoutée, c'est dans la capacité de faire des batteries de haut de gamme et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit que demain ça sera le logiciel qui gère les batteries, ça sera ça qui sera important dans votre véhicule, l'ordinateur, les services qui sont autour et puis cette batterie. Et là les Chinois finalement ils repartent avec une concurrence qu'à zéro. Les constructeurs allemands, ils n'avaient pas l'habitude de mettre des grands écrans, de mettre finalement un PC dans la voiture. C'était pas ça leur luxe. C'était donc là on retombe sur des métiers qui sont beaucoup plus logiciels et avec vraiment un point fort pour les Chinois avec cette expertise qu'ils ont sur les batteries. Vous avez une voiture électrique, Iman ? Oui, mais pas une comme ça. Enfin, clairement, non, une chinoise. On fait des voitures électriques normalement pour être moins polluants, pour être plus alignés avec le développement durable. Et on fait une voiture avec XIE haut-parleurs, avec des sièges massants, avec. Moi je trouve ça un peu. Mais il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Après, je trouve que sur tout ce qui est lié à l'innovation, on a intérêt à continuer à accélérer, à
pas baisser les bras. Il faut se réveiller. En France, on fait de très belles petites voitures électriques et tant mieux. Mais les Américains et les Chinois font des bolides extraordinaires. Et en France, je ne vois pas encore arriver de belles voitures électriques. Allez, il faut y croire. On a parlé d'optimisme au début. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités. Merci à vous. Très bonne soirée. À demain.